Monsieur le professeur Cheikh Ounabé, président du comité scientifique de Montpellier Business School Dakar, chers collègues, Monsieur Gueye, responsable du département admission et développement, Monsieur B, autre, j'ai découvert qu'on a fait la même école d'ingénieurs en France, donc nous sommes alumni de la même école, chers étudiants, chers auditeurs et chers publics derrière notre plateforme d'enseignement à distance. Nous vous disons bonjour. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir cette illustre personnalité qui est à ma gauche, M. Abdoul Mbaye, qui a marqué l'histoire du Sénégal, qui a marqué l'histoire du continent africain de par son parcours, de par son engagement, mais également de par ses réalisations, qui aujourd'hui va partager avec nous son expertise sur un point très particulier qui concerne le devenir d'une partie très importante de ce continent. Ce sujet, c'est le passage du franc CFA à l'éco. Tout à l'heure, je disais que c'est une personne qui a marqué l'histoire du Sénégal, et c'est dans un domaine bien précis, l'économie, la finance et la banque, ce qui lui donne toute légitimité pour parler aujourd'hui du passage du franc CFA à l'éco, avec une expertise très pointue sur les enjeux, les perspectives, mais également les risques d'un passage de témoin qui peut être raté. Il est également quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé au sport. Donc j'ai vu dans son parcours, en plus d'avoir été directeur général de plusieurs banques au Sénégal, il a été DG de la Banque de l'Habitat du Sénégal, il a été DG de la CBAO Attijari Wafa Bank, il a été directeur général de la Banque sénégalo-tunisienne, il a été cadre de la Banque centrale et collaborateur de Monsieur le Président Alassane Ouattara. Entre autres, j'aurais vu son parcours dans le secteur de la finance en Afrique. Il a dirigé l'Association des professionnels de banques et établissements financiers du Sénégal. Il a également dirigé l'Association des professionnels et établissements de banques et établissements financiers d'Afrique de l'Ouest francophone. Donc aujourd'hui, son parcours que j'ai résumé est beaucoup plus dense que tout ce que je viens d'expliquer. Et à partir de cette légitimité-là, de cette expertise et de ce parcours, il va échanger avec nous sur le secteur bancaire. Donc bonjour au corps professoral, bonjour au corps administratif de la MBS et chers étudiants, bonjour. M. Senghor a oublié de rappeler que je suis un ancien élève d'école de commerce. Donc j'ai plaisir à me retrouver en face d'étudiants comme vous. D'abord parce que les étudiants d'école de commerce sont forcément d'une intelligence au-dessus de la moyenne. Ils passent à travers un filtre de sélection extrêmement rigoureux. Et bon, je me flatte de leur ressembler. Et la nostalgie fait souvent revivre des moments de plaisir. J'ai le sentiment aujourd'hui d'être une sorte d'ancien combattant s'adressant à de nouvelles recrues. C'est pourquoi, lorsque la proposition m'a été faite de venir exposer en face de vous, j'ai accepté avec plaisir. Rassurez-vous, je ne suis pas là pour donner des leçons. Mon exposé introductif ne sera donc pas un cours magistral. Je vais plutôt m'efforcer de faire appel à vos intelligences. Et il sera important, lorsque nous nous serons séparés, que vous ayez en tête des questions auxquelles vous allez chercher à répondre, parfois différemment, dans des directions différentes de celles que j'aurais pu moi-même aborder. Alors, je vais évidemment, parce qu'on m'a présenté comme le président d'un parti politique, je vais éviter de prendre des prises de position politiques
disons, intervenant comme un homme à la recherche, un homme politique à la recherche de nouvelles recrues. Il ne faut pas s'attendre à attendre ça de moi. Je ne vais pas être dans une logique quittons le franc CFA, monnaie coloniale, non. Il faut que vous puissiez construire votre propre opinion par votre propre intelligence, mais je m'efforcerai tout de même, évidemment, de rappeler quelques principes et constats simples. Alors, le passage du franc CFA vers l'éco, c'est le titre de l'exposé. Il a le défaut de faire penser à un espace ou à un temps que l'on franchit d'un pas, que nenni. Il s'agit d'un long chemin parsemé de très nombreuses contraintes. Alors il faut rappeler que l'idée de transformer la zone CEDEAO en zone monétaire unique est évoquée comme projet déjà en 2009. Il y a donc un certain temps. Le projet fut véritablement adopté en 2013. À ce jour, donc nous sommes en 2021, le seul acquis majeur, c'est la dénomination de la future monnaie. On sait que ça va s'appeler ECO. Point. Ils n'ont même pas encore été capables de choisir le symbole de cette monnaie. Donc c'est vous dire. Il y a aussi eu définition des critères de convergence. Quels critères fondamentaux sur le plan économique, financier, sur le plan des équilibres globaux, faut-il respecter pour pouvoir prétendre entrer dans la future zone de l'éco? Ben c'est vrai, c'était bien, mais en janvier, ils ont dit on suspend. Donc vraiment, le seul acquis, c'est le long. Alors on est en face de délais qui s'étirent, et il y a notamment eu, en décembre 2019, une tentative d'accélération du processus. Alors, on va essayer de répondre aux questions suivantes. La marche vers l'éco est lente, et cette tentative d'accélération n'a pas fonctionné. Pourquoi? À défaut d'un passage, certains ont cherché à forcer le pas, puisqu'il y a eu tentative d'accélération. Pourquoi? La substitution de l'éco au franc CFA, qui a été annoncée en décembre 2019, n'a pas eu lieu. Pourquoi? Enfin, le passage à l'éco s'annonce être un long voyage, ça te prend déjà du temps, mais il en reste encore, et le terme est imprécis. Alors, comment le préparer et quelles pistes pour simultanément répondre aux critiques envers le franc CFA? Beaucoup de questions, peu de temps. Bon, je vais quand même en prendre, parce qu'elles sont nombreuses. Je ne vais donc pas faire dans le fast track, pour reprendre un terme, un concept de la volonté. Alors, première question, la marche vers l'éco est lente et la tentative d'accélération n'a pas fonctionné. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que la décision de faire évoluer les monnaies de la CEDEAO vers une monnaie unique est une décision politique, comme malheureusement trop souvent en Afrique, une décision politique prise par les chefs d'État. Tout repose sur une volonté politique, plus ou moins forte, mais insuffisamment partagée par les citoyens et les milieux d'affaires. C'est un premier sérieux obstacle. Et c'est pourquoi d'ailleurs il est intéressant de s'adresser à de futures personnalités du monde économique et financier, parce que vous avez entendu tout ce débat autour du franc CFA, les activistes s'expriment, les universitaires s'expriment, les hommes politiques s'expriment, les opérateurs économiques sont absents du débat. Est-ce que ça leur convient? Est-ce que ça ne leur convient pas? Qu'est-ce qu'il faut changer? Donc une volonté politique, d'abord, mais une volonté politique qui est elle-même affaiblie par au moins deux raisons principales. Les décideurs politiques, bon c'est vrai, ils disent nous sommes tous des frères, on va avoir la monnaie commune, mais ils ne sont pas eux-mêmes convaincus
des effets positifs de la monnaie unique sur la croissance économique de leur propre pays, sur le développement de leur propre pays. Elles ne sont pas, ces décisions politiques, à ce jour, suffisamment étayées par des études sérieuses, approfondies, prouvant que la croissance de la zone CEDEAO et de chacun des pays de la zone CEDEAO va s'accélérer avec l'instauration d'une monnaie commune. Bon, évidemment, on peut dire tout de suite qu'une monnaie commune facilite les échanges et les transactions commerciales entre membres, mais la vraie question, il faut la garder dans votre tête, mais est-ce qu'elle va permettre d'améliorer la croissance de chacun des pays? Et n'oublions pas qu'au sein de la CEDEAO, il y a quand même un précédent qui est celui de l'UEMOA, devenu UEMOA, donc Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais elle était d'abord Union monétaire. C'est en 1994 qu'on a considéré que pour sauvegarder la monnaie et même l'union monétaire, il était indispensable de passer à une union économique. Alors, là également, une question se pose. Où est l'essentiel, où est le fondamental? Est-ce que c'est l'union économique qui a été choisie par l'UEMOA pour sauver l'union monétaire, ou est-ce que c'est l'union monétaire qui s'ajoute à l'union économique? J'y reviendrai plus tard, parce que j'ai mon opinion propre dessus, ayant fait l'objet d'ailleurs de développement, à l'époque où j'étais économiste à la Banque centrale, j'avais inventé un concept que j'avais qualifié de parallélisme des structures de production et de consommation à effet négatif. Je vous expliquerai pourquoi. Il y a différence à faire entre les parallélismes à effet positif et les parallélismes à effet négatif. Deuxième raison, la marche vers la monnaie unique est également ralentie par des égoïsmes nationaux. C'est une réalité. Des questions de leadership de la future zone monétaire. Et malheureusement, l'UEMOA, qui est souvent cité comme l'exemple qu'il faut imiter, est un mauvais modèle en la matière. Vous savez, lorsqu'une zone monétaire se constitue, l'important à retenir n'est pas de savoir qui est le plus fort, qui est le plus lourd, et qui doit donc avoir une voix prépondérante au sein du système. L'essentiel, c'est de retenir qu'en constituant une zone monétaire unique, chaque pays membre de cette zone renonce à son droit régalien de battre monnaie, d'avoir sa monnaie. Et à partir de ce moment-là, l'ensemble du dispositif à mettre en place doit conduire à une gestion équitable, partagée, sans qu'il y ait de considération, il est petit, il est grand. Parce que la monnaie commune est la monnaie de chaque État. D'ailleurs, au niveau de l'UEMOA, c'est ce principe qui avait été retenu lorsque les textes ont été révisés au début des années 70 et que la Banque centrale a été africanisée. Il était prévu une rotation du poste de gouverneur. Mais dans les faits, désormais et depuis lors, le poste de gouverneur de la Banque centrale est occupé par un ressortissant de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est le pays le plus fort sur le plan économique. Donc, c'est un facteur, on le verra tout à l'heure, qui peut être bloquant et gênant au niveau même de la décision politique. Nous, oui, on va aller en zone monétaire unique, mais moi je veux dominer. Non, non, c'est pas à toi, c'est à moi. Ah non, moi je domine dans ma zone, je veux rester dominant. Non. Enfin, dernier obstacle que je vois, dernière contrainte assez lourde, pour constituer une zone monétaire unique, il est important, je l'ai évoqué tout à l'heure, qu'il y ait des convergences sur certains grands équilibres macroéconomiques, on pourra y revenir éventuellement. Je n'insiste pas sur tout ce qui peut être consultable sur Internet, etc. Mais
critères de convergence ont donc été définis, même s'ils ont été suspendus en janvier, compte tenu de la crise économique du fait de la crise sanitaire. Mais ce sont des critères de convergence qui sont difficiles à respecter. Et qui sont difficiles à respecter dans la durée, j'y reviendrai. Donc il y a non seulement un problème pour respecter ces critères, mais également pour les respecter dans la durée. Et à ce jour, je crois qu'à fin 2019, il y avait un seul pays, je crois le Togo, qui respectait l'ensemble des critères. Donc c'est un obstacle majeur à la constitution de la zone. On remarque donc que le passage s'éloigne un peu plus. Pourtant, en décembre 2019, je le rappelais, le passage du CFA à l'ECO a été présenté comme imminent, puisqu'en décembre, on a dit au cours de l'année 2020. Pourquoi? Sous la pression de la jeunesse africaine, on y reviendra, et d'un débat qui était également entretenu par les universitaires, débat d'ailleurs porteur à la fois de considérations psychologiques, tout ça on pourra revenir peut-être sur ces points-là au moment des débats, considérations psychologiques, politiques, techniques, malheureusement pas très souvent techniques d'ailleurs. Et on a cru donc en décembre 2019 que l'histoire du franc CFA et l'histoire de l'ECO allaient évoluer pour se rencontrer en fin 2020. Le président Alassane Ouattara, au nom de l'ensemble des chefs d'État de l'UEMOA, et le président Macron, au nom de l'État français, ont pris les décisions importantes qui suivent. En réponse aux activistes, 1. Le changement de la dénomination du franc CFA en ECO. 2. Le choix d'intégrer la nouvelle zone d'émission de la future monnaie de la CEDEAO s'appellera ECO. 3. La fin de la présence des ressortissants français dans les organes de gouvernance de la zone monétaire UEMOA et de la Banque centrale. Et je considère qu'en réponse aux économistes et à la communauté des détenteurs de francs CFA, parce qu'il fallait les rassurer et leur donner une réponse à des questions qu'ils agitaient, on décide également, on rappelle le maintien de la parité du franc CFA par rapport à l'euro, dans l'attente de l'intégration dans la zone ECO, et le maintien d'une garantie illimitée, retenez ce concept, j'y reviendrai, du franc CFA par la France, sans lourde contrepartie, c'est-à-dire sans la présence dans les organes de décision de l'UEMOA et de la Banque centrale, sans dépôt imposé d'une partie des réserves de la Banque centrale dans les livres du Trésor français. Alors, ces réformes sont-elles venues toutes seules comme exigence imposée par le fonctionnement des économies? Donc, je pense qu'elles sont venues dans un contexte de clameur qui exigeait une révision de la relation globale des États africains avec la France. Et il y a eu une fixation sur la monnaie. Le franc CFA est présenté comme une monnaie coloniale, et donc au service de l'assujettissement des économies africaines à la France. Et il semblerait que l'évolution du franc CFA dans un ensemble de délais raccourcis aurait été réclamée par le chef de l'État français, soucieux de prendre en compte les opinions exprimées par la jeunesse française. Donc vous voyez, la démarche vers cette émancipation, entre guillemets, est elle-même dictée par des considérations qui échappent à l'économie, qui échappent à la finance, qui échappent à la monnaie. Retenons bien que les engagements pris par le chef de l'État français ont été respectés. Il y a eu signature d'un nouvel accord de coopération, et j'y reviendrai. Les engagements pris par Alassane Ouattara, président de la conférence des chefs d'État
de l'UEMOA, donc au nom de l'ensemble des chefs d'État, concernant le passage du franc CFA vers l'éco, n'ont pas été respectés. Pourtant, cela aurait été un premier pas insuffisant, on le verra, mais un premier pas symbolique pour faire taire tout ce qu'on avait déjà comme réclamation et quiproquo. Alors pourquoi cet échec? La substitution de l'éco au franc CFA, annoncée en décembre 2019, n'a pas eu lieu en 2020. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était impossible à tenir. Premièrement, cette appropriation de l'éco par la parole du président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA n'aurait pas été appréciée par d'autres chefs d'État de la CEDEAO, et en particulier la grande puissance que représente le Nigeria. Deuxièmement, le changement de dénomination en 2020 supposait l'adoption effective de l'éco par au moins les 8 États membres composant l'UEMOA. Zone au sein de laquelle circule le franc CFA. Donc il était illusoire de penser qu'une année allait suffire pour que tous les critères furent respectés et également qu'il y ait mise en place de l'Institut d'émission de l'éco, mise en place du dispositif de contrôle de change, mise en place du dispositif de contrôle du système bancaire. Il était impossible à l'ensemble des États de l'UEMOA de respecter les critères de convergence et tout ce dispositif mis en place pour pouvoir gérer le nouvel éco. Donc, ce qu'on peut en retenir, c'est que c'est une annonce qui fut une utopie qui s'est heurtée aux égoïsmes nationaux et qui laissera des traces. Vous avez essayé de faire sans nous, vous avez essayé de faire trop vite. Bon, il est possible que tout le monde n'oublie pas. Et on est obligé également de considérer que peut-être que ça n'était qu'un leurre pour faire taire cette clameur dont je parlais tout à l'heure. Alors pour combien de temps? Car celui des réformes, le temps des réformes est devenu nécessaire. Ces réformes doivent permettre de lever les quiproquos. Il y a du faux débat autour du franc CFA. Ces réformes doivent donner des réponses satisfaisantes aux demandes de la jeunesse africaine. Elles sont devenues indispensables dès lors que les dernières réformes majeures, parce qu'il faut quand même avoir ça en tête, les dernières réformes du système franc CFA datent de 1994. Nos pays ont évolué, nos économies ont évolué, nos systèmes financiers ont évolué. Il est temps de faire évoluer également notre dispositif monétaire. Et c'est important. Elles ne peuvent plus attendre un passage vers l'éco qui s'éternise. Mieux, elles doivent préparer le passage projeté dont l'échéance est très incertaine. Donc, vous avez vu, on a besoin d'une réforme, de réformes. Il faut les mener sans renoncer à la décision politique de création de l'éco, mais il faut que les réformes non seulement aillent dans le sens des intérêts des pays de l'UEMOA, mais qu'elles soient également des réformes qui préparent les pays de l'UEMOA à intégrer la future zone de l'éco. Sinon, le passage va durer encore 20 ans. Et là, donc j'aborde la dernière partie de l'exposé, mais c'est la plus longue, la plus intéressante, je crois, pour les étudiants que vous êtes. C'est le passage à l'éco s'annonce un long voyage au terme imprécis. Comment le préparer et quelles pistes pour répondre aux critiques envers le franc CFA.
Ces pistes, elles doivent permettre de faire évoluer le franc CFA afin que sa définition et sa gestion le rapprochent de l'acceptable par les autres pays de la CEDEAO, futurs membres de la zone éco. Il faut qu'il s'agisse de réformes qui contribuent à rendre attrayante la zone de l'UEMOA et sa monnaie, au point de pouvoir même provoquer, avant l'avènement de l'éco, des adhésions d'autres pays membres de la CEDEAO à l'UEMOA. Il faut transformer l'UEMOA en une sorte de locomotive, mais également en une force capable d'attirer vers elle d'autres pays. Et à ce moment-là, on entre dans du leadership, mais du leadership technique, du leadership sain, pas du leadership basé sur de la force et de la puissance. Alors voyons les points sur lesquels les évolutions seraient nécessaires pour rendre un tel projet réaliste et possible. M. Senghor disait tout à l'heure en m'accueillant, j'ai lu les éléments vous concernant et j'ai constaté que vous étiez toujours attiré par l'innovation. Je crois que je me corrige un peu, ça me revient. Le vrai problème pour moi, à chaque fois que j'ai été dans des postures de direction, c'était de créer du leadership. Et le leadership, vous le créez également par l'innovation. Mais à chaque fois, dans la vision, par exemple, qu'on arrêtait pour l'institution que je dirigeais et que je partageais avec l'ensemble de mes équipes, il y avait une sorte de rêve impossible à atteindre, mais qui portait tout le monde et qui parfois a pu être atteint. Quand je prenais la direction de la Banque de l'Habitat du Sénégal, le projet c'était, nous sommes la seule banque de l'habitat au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et même au-delà. Le financement de l'habitat social n'existe plus, on va être modèle et s'exporter pour l'ensemble de l'Afrique. On y est parvenu. Quand je prenais la CEDEAO, dernière banque, la BIAO, d'ailleurs on a changé, dernière banque du dispositif bancaire du Sénégal, elle dit on va redevenir la première banque parce qu'on l'a déjà été, c'est possible. Et on est devenu la première banque du Sénégal, 4 ans après la reprise. Donc il y a des... Même dans la... Je pense qu'il faut traduire cette volonté, cette ambition au niveau de la zone UEMOA en matière monétaire. Premièrement, il faut donner une dénomination africaine à notre monnaie. L'éco, c'est une bonne réponse. Mais, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est parti pour les 40 Grecs. On ne peut pas attendre. C'est une dénomination qui est rejetée. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il faut quand même que vous le sachiez. Parce que CFA, ça fait colonie française d'Afrique, CFA. Mais CFA, ça n'est plus les colonies françaises d'Afrique. C'est la communauté financière africaine. Mais, bon, il y en a qui disent, non, c'est la colonie, c'est la colonie. Bon, il faut balayer ça, trouver quelque chose, c'est possible. C'est possible et c'est pas difficile. Ça a un coût, parce qu'il faudra changer les signes monétaires en circulation, et ça représente un coût. Mais il faut passer cette étape. Ils ont senti que c'était une forte exigence de la jeunesse, ils ont donné une fausse réponse. Il faut que nos chefs d'État respectent leur parole et donnent une nouvelle dénomination à notre monnaie. C'est de la compétence de la conférence des chefs d'État. Deuxième point, la question de la garantie de convertibilité donnée par un pays tiers aux francs CFA. Elle est inutile. Elle est inutile. Elle est perçue comme une limite à l'indépendance des États membres de l'UEMOA vis-à-vis de la France. C'est le cas. Elle est obstacle sur la route vers l'éco. Pourquoi la garder? Alors, je vais développer un peu quand même, pour que vous ayez une claire conscience de ce qu'on appelle garantie du franc CFA. L'accord de coopération existait, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la faveur des déclarations du 21 décembre 2019, il a été modifié.
des allègements. Il n'y a pas de garantie de convertibilité du franc CFA. Ça n'est pas la France qui assure, ou le Trésor français qui assure la garantie la convertibilité du franc CFA. La convertibilité du franc CFA est assurée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Comme c'est le cas au Nigeria, comme c'est le cas au Ghana, comme c'est le cas partout ailleurs. Ce sont les réserves de devises, on pourra peut-être venir sur le mécanisme plus tard, de la Banque centrale et qui sont conséquentes, qui permettent à la Banque centrale d'assurer la convertibilité du franc CFA. Ce qui est prévu par l'accord de coopération, c'est que si un jour, la Banque centrale qui émet le franc CFA dans la zone UEMOA, la BCEAO, si un jour la Banque centrale n'a plus de devises, qu'on ne peut plus changer contre le franc CFA, contre le franc CFA, contre des euros, importer du riz, importer, etc., etc., le Trésor français prête à la Banque centrale des euros et donc des devises. Mais ça, d'abord, pour être très précis, c'est une garantie de continuité du franc, de convertibilité du franc CFA, parce que la convertibilité, elle est assurée par la Banque centrale. Et en fait, c'est un accord de prêt international. C'est-à-dire, ce qu'on peut avoir de la France, on l'a peut-être pratiquement déjà du Fonds monétaire international, il y a des possibilités de tirage. On peut l'avoir d'un autre État. Donc il y a une sorte d'infantilisation de la Banque centrale avec cette histoire d'accord de garantie illimité. Et puis c'est jamais illimité, ça ne peut pas être illimité. D'ailleurs, l'accord de coopération lui-même prévoit que dès qu'un seuil limite est atteint, en termes de détention de devises par la Banque centrale, donc avant qu'on arrive à une rupture totale, un ensemble de mécanismes est mis en œuvre associant la France pour prendre des mesures de correction. Quand je parle d'infantilisation, je pèse les mots, parce que le rôle de la Banque centrale, c'est bien celui de pouvoir assurer la continuité de la convertibilité du franc CFA par des politiques de crédit, par des politiques de change adaptées, par un ensemble de mesures, du ratissage, etc., etc. Donc quand vous dites, vous pouvez ne pas en être capable, moi je viens à votre secours, mais c'est extrêmement grave. À quoi servent tous les outils dont dispose la Banque centrale pour éviter qu'on en arrive à ce stade? Donc c'est inutile. Et de toute façon, c'est un système de concours, parce que c'est un concours, hein, c'est un engagement de traité. Mais c'est tellement rare à l'échelle mondiale que c'est forcément suspect. C'est pas nécessaire. Et à la limite, et j'y reviendrai, si jamais cet engagement de prêter doit exister, mais que ce soit État par État, que ce soit de manière bilatérale, tel État a des besoins de devises, un peu comme le Fonds monétaire international, non, je vais vous prêter, et puis c'est tout. Donc, il est important de sortir de cet accord de coopération, d'autant que son abrogation, d'abord, n'exclut pas d'autres types de concours, même au niveau de la Banque centrale. La Banque centrale peut s'entendre avec une autre banque centrale. Bon, si jamais, ça peut être la Banque de Chine, la Bank of China, la Bank of Japan, si un jour je manque de devises, est-ce que vous êtes prêt à me prêter, à me faire une facilité de court terme, le temps que je me retombe sur mes pieds? Pourquoi pas? La dernière fois que la Banque centrale a eu un problème de devises, c'était dans les années 90, début des années 90. Vous vous rendez compte, c'est arrivé une seule fois depuis l'indépendance et même avant. Donc, que l'on laisse cette affaire et qu'on ait bien conscience que c'est un obstacle majeur sur la route vers l'éco parce que les autres pays ne l'acceptent pas. Ils avaient d'ailleurs réagi
réforme annoncée de décembre 2019 de manière positive en disant c'est un chemin, ça facilite la route vers l'éco. Donc, en termes diplomatiques, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Alors, troisièmement, quel périmètre pour la future zone éco? Et en même temps, d'ailleurs, interrogation sur le périmètre optimal, je raisonne en termes d'optimalité, pour la zone UMOA. On fait dépendre aujourd'hui, parce que c'est une décision politique, l'entrée dans la future zone éco du respect de critères de convergence. Il faut retenir que l'appartenance à une zone économique unifiée, zone monétaire et économique unifiée, doit d'abord dépendre de la complémentarité économique et financière entre les États membres, plutôt que du respect des critères de convergence. Alors, parlons d'abord de la complémentarité économique. On se pose tout de suite la question, mais pourquoi aller vers une monnaie unique? Quel est le projet? Mais oui, c'est pas faux, ça facilite l'intégration économique et financière. Vous n'avez plus d'opérations de change, etc. Mais quel est le projet de l'intégration économique et financière? Si je dois me mettre en intégration avec le pays voisin et que mes calculs démontrent que je vais perdre en termes de taux de croissance, mais j'y vais pas. J'y vais parce que tout le monde est gagnant. Donc, le vrai critère, ça doit être celui-là, l'existence d'une complémentarité économique et financière entre les États. Mais ça veut dire aussi que c'est sur cet aspect-là qu'il faut faire le plus d'efforts. Et j'y reviendrai. Nous avons des États, il ne faut pas l'oublier, qui sont des anciennes colonies. Le propre de la colonie, c'est d'être au service de l'enrichissement de la métropole. C'est ça la définition de la colonie. Malheureusement, nos structures économiques n'ont pas forcément beaucoup évolué. On continue de produire des matières premières qu'on exporte. Bon, avant, on était obligé d'aller vers la métropole. Et d'ailleurs, le taux de change du franc CFA à l'origine a été déterminé, surévalué pour maintenir cette dépendance au lendemain de la guerre. Donc, avant, c'était vers la métropole. Maintenant, c'est mondial. On choisit son partenaire. Mais c'est la même chose. Hein. Quand on pense projet mine de fer, on pense exportation minerai. Mais c'est un peu fou, quoi. Quand même. Pourquoi ne pas penser exportation de billets d'acier? Mais tout de suite, non, on va prendre la roche, mettre ça dans le train, investir 1 milliard. Il aurait mieux valu d'ailleurs, là par contre leur politique s'exprime, il aurait mieux valu investir dans le rail de Luferso que dans le TER, tant que ça coûte moins cher. Mais, qu'il s'agisse de Grande Côte, etc., on met le sable, on truc et on exporte. Et puis c'est tout. On ne pense pas à la transformation. Et, en retour, on importe. Jusqu'à ce, avec une dépendance alimentaire incroyable, on importe pratiquement tout ce dont on a besoin, notamment en produits finis. C'est là que j'aborde la question de l'effet bloquant de ce parallélisme des structures de production et de consommation qui est propre, qui existe entre les différents pays de la zone. Parce que nous exportons des produits qui ne sont pas transformés pour l'essentiel et que nous importons des produits finis de l'étranger, les échanges entre nos pays
réduit au minimum. Nous avons des économies extraverties, orientées vers l'extérieur et non vers les pays voisins, les pays avec lesquels nous partageons des zones économiques, les pays vers lesquels nous partageons des zones économiques et monétaires. Par contre, et c'est ça, on dit, on va aller vers la zone monétaire plus la zone économique, un peu par mimétisme parce que ça a marché en Europe. Mais en Europe, ça marche. Parce qu'il y a effectivement parallélisme des structures de production et de consommation, mais il y a complémentarité. Les produits agricoles français se vendent à l'intérieur de la zone de l'Union pour l'essentiel. Les produits finis se vendent à l'intérieur de la zone de l'Union pour l'essentiel. Il en est ainsi pour les autres pays. Donc il y a une structure, un parallélisme des structures de production et de consommation en Europe qui est à effet positif quand il s'agit d'aller vers de l'intégration économique et monétaire, mais il y a un parallélisme de ces mêmes structures de production et de consommation en Afrique qui a un effet négatif. Et donc, c'est là qu'il faut plutôt aller. La qualité et la stabilité de la future monnaie, c'est-à-dire les économies en devises, le renforcement des positions extérieures, ainsi que sa protection contre l'inconvertibilité, puisque la convertibilité dépend de la détention de devises, de réserves, dépendront moins du respect des critères de convergence que d'une véritable intégration des économies constituant sa zone d'émission. Et à cet égard, on est un peu donneur de leçons parfois. Nous avons réussi notre zone monétaire, nous avons réussi notre intégration économique au sein de l'UEMOA économique et monétaire. Non, nous ne sommes pas un bon exemple. Et peut-être d'ailleurs qu'il faut aller parfois vers des pays qui présentent des complémentarités plus fortes avec certains pays de l'UEMOA. Est-ce que le Sénégal, par exemple, n'a pas intérêt à voir la Gambie être membre, ou la Guinée-Conakry, plutôt que le Niger? Donc vous voyez, d'où l'intérêt pour l'UEMOA de chercher à évoluer vers un statut plus attrayant et réussir à faire entrer des pays déjà membres de la CEDEAO, mais qui viendraient renforçant la complémentarité à l'intérieur du périmètre de l'Union monétaire internationale. Les critères de convergence, ils restent quand même importants. Il ne faut pas les oublier, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut d'abord construire de la complémentarité. Ils sont importants parce que quand même, on ne peut pas accepter n'importe quoi, il faut un minimum de résultats en termes de qualité de gestion des finances publiques, des avoirs extérieurs, etc., des dépenses budgétaires, et le respect de ces critères doit pouvoir traduire la volonté politique d'un État à devenir membre. A contrario, quand les États ne respectent pas, ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas très pressés, malheureusement. Mais là aussi, autre question importante. Je vous ai dit tout à l'heure que les critères étaient respectés parfois, ne l'étaient pas l'année suivante, etc. Donc le respect dans la durée ne semble pas correspondre à un véritable projet politique au niveau de chaque État. Alors demain, supposer que tout le monde respecte, mais que se passe-t-il quand, une fois à l'intérieur, on ne respecte plus? Donc on va revenir sur cette question parce qu'elle est importante. Parce qu'il est hors de question, en ce moment-là, de dire vous sortez. Mais ça va être facile de ne pas les respecter. La question du maintien du principe de solidarité et ses limites. Comme vous le savez, au sein de l'UEMOA,
comme pour assurer la convertibilité du franc CFA, vous avez besoin des devises, tous les pays mettent en commun leurs devises. C'est un pool. Et ce principe sera sans aucun doute reconduit. Mais il doit également reposer sur une discipline de chaque État. Et autant la Banque centrale doit s'émanciper d'un accord qui pourrait la mettre dans une situation confortable. Bon, dès que c'est fini, vous venez me voir, je vous prête. Non. La Banque centrale, donc les responsables de la gestion du franc CFA aujourd'hui, de l'éco demain, se doivent d'instaurer des règles de retour à la discipline à l'intérieur même de la zone. C'est-à-dire, quand un État consomme trop de devises dans une trajectoire visible ou qu'il a atteint, qu'il n'a plus de devises, on doit mettre en place pour cet État un programme de retour à une situation positive en matière de devises. Ça peut passer par les prêts bilatéraux que j'évoquais tout à l'heure, donc des accords de coopération individualisés. Ça peut également passer par des politiques monétaires différenciées, parce qu'en général, la politique monétaire, elle est uniforme, elle est unifiée. Au sein de l'UEMOA, vous avez quand même des éléments de différenciation, comme les taux de réserve obligatoires et autres, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça pour fixer des limites à ce principe de solidarité. Je le disais tout à l'heure, on constitue une zone monétaire. Quand le Sénégal décide, prenons un autre exemple, un pays qui n'est pas encore dans la zone, supposons que la Gambie décide d'intégrer la zone. La Gambie va renoncer à son droit de battre monnaie. On va plus faire de Thanassie, on va maintenant avoir du franc CFA. C'est ça qui est important. Ça veut dire que le franc CFA va devenir la monnaie nationale et en pouvoir légal, pouvoir libératoire au niveau de la Gambie. Donc la Gambie doit avoir exactement le même droit que les autres pays dans la définition du franc CFA, dans la définition de la politique monétaire, des objectifs de politique monétaire qui reviendraient, etc., etc. Mais malheureusement, en Afrique, souvent, c'est moi le plus fort. Tu es mon frère, mais je suis plus fort que toi, donc c'est moi qui prends la place. C'est pas une bonne démarche. Et vous savez pourquoi c'est pas une bonne démarche? Non seulement parce que il peut y avoir des intérêts orientés vers ceux du pays puissant, mais un pays puissant n'est pas puissant sur 50 ans, sur 100 ans. Il peut y avoir modification dans la hiérarchie de puissance. En particulier lorsque vous envisagez une ouverture. Et c'est ce qui est prévu avec l'éco. Quand le Nigeria va venir, qui va être le puissant? Et c'est là que les égoïsmes nationaux apparaissent comme bloquants parce que nous sommes dans des logiques de cette nature. Donc il faut une réforme qui puisse permettre à chaque État d'être sûr de contribuer à la gestion de la monnaie commune sans être remorque du pays le plus puissant. Et cela, ça passe évidemment par une gestion collégiale de la Banque centrale. Moi, je vois un système, c'est une proposition, où il y a un vice-gouverneur par État, un gouverneur parmi les vice-gouverneurs choisis, avec l'effet tournant. Et à ce moment-là, tout le monde a le sentiment de contribuer à la marche de la zone de manière égale. Avec aussi, ça c'est important, nos institutions africaines, souvent on dit, bon, c'est à tel État de désigner le responsable. Heureusement pour la Banque centrale, jusqu'à présent, il y a eu des compétences. Mais ça peut être, on a vu dans d'autres cas, Air Afrique a coulé pour des questions de gestion. Donc, même dans le choix des vice-gouverneurs, il faut que les autres États soient d'accord. Ça, c'est mon opinion.
à vous de choisir votre vice-gouverneur, mais comme il va gérer notre monnaie, la monnaie de mon pays, moi j'ai le droit de dire, d'émettre un avis sur la réalité de sa compétence ou non. La question de la parité. Bon, comme vous le savez, parité fixe avec l'euro. C'est marrant d'ailleurs parce que en préparant rapidement l'exposé, là, je me suis dit, mais finalement, on est membre de l'euro. On a défini le franc CFA par rapport à l'euro en 1999. Depuis lors, ça n'a pas bougé. On est membre de l'euro. Sans être membre, parce qu'on est des petits nègres. L'expression. Mais on est membre de l'euro. Alors comment des pays d'Afrique sous-développés parmi les plus pauvres du monde peuvent être membres de l'euro? Non, il y a un problème. Vraiment, il faut quitter. C'est un point de fixation, malheureusement, et donc bloquant pour l'élargissement et la route vers l'éco, parce que les autres États n'accepteront jamais. Mais il est temps. Parce que là également, notre banque centrale, je connais les compétences de la banque centrale, c'est parti. Bon, la banque centrale a les hommes et les femmes qu'il faut pour gérer un taux de change du franc CFA. Mais comment? Et il ne peut pas être refusé un taux de change variable en fonction d'un étalon traduisant la réalité de nos échanges commerciaux et financiers avec le reste du monde. Mais qu'on le fasse et qu'on quitte la parité fixe. Évidemment, la référence à un étalon peut être gérée dans le court terme, dans le moyen terme ça peut varier, etc. etc. Mais vraiment, ça n'est pas une difficulté. Quel objectif retenir pour la politique monétaire? Attention, c'est un gros débat. Pense monnaie, mais vous avez une banque centrale qui émet cette monnaie et qui se fixe des objectifs, qui a des objectifs institutionnels. Dans le cas de la BCAO, bon, quand vous lisez les rapports de la BCAO, souvent je cite, vous lisez la politique monétaire mise en œuvre a visé à soutenir les efforts de croissance des États membres. Fin de citation. Mais l'objectif principal assigné à la politique monétaire de la BCAO dans sa zone d'émission depuis la réforme institutionnelle du 1er avril 2010, c'est la stabilité des prix. Alors là aussi, il faut se poser des questions. Est-ce que notre vrai problème, c'est la stabilité des prix, ou est-ce que notre problème, c'est le recul de la pauvreté? Sachant quand même, et j'y reviendrai, que l'augmentation des prix crée de la pauvreté. Parce que c'est une norme très sévère, hein, très dure. Au niveau de la BCAO, on doit être à plus ou moins 1 point autour de 2% sur 24 mois. Le critère de convergence pour la CEDEAO, c'est inférieur à 10%. C'est déjà un peu plus lâche. Et il a été reporté. Donc, il faut préparer un consensus autour de l'objectif de la politique monétaire. En général, il y en a deux. On se dit où la lutte contre l'inflation, bon ça c'est les pays développés, etc. Ou, et parfois également, le soutien à la croissance et à l'emploi. Or, la croissance et l'emploi dépendent avant tout de l'investissement et par conséquent de toute une stratégie nationale dépendant sur un bon environnement des affaires et des systèmes de financement adéquats. Vous avez deviné que moi, j'ai tendance à aller vers ça. L'investissement nécessaire à l'émergence économique a besoin de taux d'intérêt bas. Je crée des relations pour le financement du crédit à moyen terme. Effectivement, si vous avez besoin d'investir,
demain vous allez vouloir investir, vous allez aller chez les banques, ils vont vous dire, plus la taxe, ça fait 17%. Par contre, nous avons le défaut d'avoir des économies très ouvertes et une convertibilité qui est assurée, même si elle est limitée par une réglementation d'échange. Donc, si vous avez des taux d'intérêt bas pour le financement de l'investissement, si ces taux d'intérêt profitent également à la consommation, vos économies ouvertes vont se mettre à importer beaucoup. Important beaucoup, vos niveaux de réserve vont baisser et la convertibilité de votre monnaie va être mise en danger. Donc, il faut réussir à donner une place importante à la recherche de l'emploi, de l'augmentation de l'emploi, de la sauvegarde de l'emploi et de la croissance, par des taux d'intérêt attrayants au niveau de l'investissement, mais il faut également compléter ce dispositif avec une réglementation des échanges et des mesures de protection et même un cordon douanier approprié pour éviter que cela ne gêne le maintien de la convertibilité de la monnaie à la suite de réductions trop importantes des réserves. Nous avons deux objectifs, donc, à mon avis, qu'il faut retenir pour la politique monétaire et essayer de créer autour de ces deux objectifs un consensus au niveau de l'UMOA aujourd'hui et demain au niveau de l'ECO. La politique monétaire doit se donner, évidemment, un objectif principal de maintien de la hausse des prix dans des limites raisonnables. 10%, je pense que c'est déjà un peu trop. Mais pour aider l'investissement porteur d'émergence économique, cette même politique monétaire doit veiller à assurer des taux de crédit bas pour l'investissement dans un cadre protégé par une réglementation d'échange adéquate, contribuant à éviter les effets pervers de taux faibles sur la position extérieure globale de la zone d'émission de la monnaie. Huitièmement, l'attente de la mise en circulation de l'éco pourrait être longue. Je l'ai dit au début, je le dis à la fin. On a attendu déjà plusieurs décades. Je pense que ça va continuer. Et il faut donc mettre à profit le temps qui s'ouvre. Il ne faut pas attendre ou lier les réformes du franc CFA à l'éco. Ça n'a aucun sens. Il faut dès à présent conduire simultanément la préparation de l'ensemble du dispositif relatif à la mise en place de l'éco à une réforme du franc CFA. Il faut réformer les francs CFA pour se préparer à l'éco. Il faut réformer le franc CFA pour déjà attirer vers soi d'autres pays membres de la CEDEAO. En conclusion, donc dans l'attente de l'éco, l'idéal, selon moi, à vous aussi de vous forger votre propre opinion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Confirmer le choix de l'appartenance future des 8 pays membres de l'UMOA à une zone monétaire nouvelle dont les frontières correspondront un jour avec celles des pays membres de la CEDEAO dans le cadre d'un processus progressif. C'est un vœu politique, ça peut être une réalité et ça peut contribuer à développer les échanges et donc la croissance. Mais ce n'est pas suffisant. Je reviens. Mettre fin à l'accord de coopération liant la France aux États membres. L'abrogation du dit accord étant une étape vers l'objectif principal de la future appartenance à la zone monétaire de l'éco. Réaménager la gouvernance de la BCEAO afin de ne pas créer une nouvelle dépendance ou inégalité qui serait justifiée par le poids économique d'un ou de plusieurs États membres, mais en la faisant reposer sur l'abandon par chacun de sa souveraineté monétaire
au profit de la communauté d'États. 4. Changer la dénomination du franc CFA en ayant recours à un nom provisoire avant l'avènement de l'ECO, qui se fera attendre sans doute encore longtemps. 5e, mettre fin à la fixité du taux de change du franc CFA par rapport à l'euro. Créer une fixité et donc une stabilité de la monnaie par rapport à un panier de devises reflétant la structure des opérations commerciales et financières des 8 pays membres de l'UEMOA. 6. Maintenir le principe de la solidarité et du pool commun des réserves de change des États, mais c'est mettre en place un système contraignant de retour vers le respect des critères de convergence et la reconstitution des réserves de change nationales qu'au-delà d'un seuil minimal. 8e, continuer d'accorder une importance particulière à la lutte contre l'inflation qui accroît la pauvreté des populations. 9e, éviter les taux d'intérêt élevés, obstacle à l'investissement par le recours à une réglementation d'échanges et douanières adaptée. Le niveau des taux appliqués par les banques et leurs clients dépend aussi de la capacité de la Banque centrale à assurer une bonne transmission de sa politique monétaire. Il s'agit là, selon moi, du plus grand obstacle s'opposant à une politique monétaire efficiente de la Banque centrale. Alors là, je ne vais pas tout développer, hein, ça va être trop long, mais quand on évoque la transmission monétaire, que dans des pays où ça marche, quand la Banque centrale augmente ses taux, les banques augmentent les leurs. Quand la Banque centrale réduit ses taux d'intervention, les banques réduisent les leurs. Dans notre zone, ça ne se passe pas comme ça. Je ne vais pas rentrer dans du détail, ça va être trop technique, mais il est important qu'il y ait de la transmission banque centrale vers les banques. Parce que c'est la rapidité de cette transmission qui peut, par exemple, vous protéger contre une conjoncture qui donne lieu à un épuisement de réserve. Il y a un panique, hein, il faut que cette capacité de transmission existe réellement. Mais ça, c'est un autre débat, c'est un très gros débat, et très intéressant d'ailleurs. Mais bon, on n'aura pas le temps de l'évoquer cette fois. Et enfin, dernier point, je le rappelle, accorder une importance toute particulière à l'industrialisation concertée des États membres, de telle sorte qu'elle puisse contribuer au développement des échanges commerciaux entre les États et au renforcement de leur intégration économique. Vraiment, la clé de l'intégration économique et monétaire de nos pays en Afrique, ce ne sont pas des décisions politiques. Et on va faire ça, on va faire ci, on va faire comme les autres. Ce n'est pas le mimétisme. Il faut d'abord qu'on s'industrialise. Là aussi, c'est un gros débat. Hein. On est complètement à côté de la plaque. Bon, je suis convaincu que tant qu'on ne sera pas passé par notre artisanat à développer, à transformer en semi-manufacture puis en industrie, on n'y parviendra pas. Bon, on fait le choix d'importer des usines toutes faites. Enfin. Mais surtout, il est bon de voir comment, à l'intérieur de la zone, on peut, avec le pétrole de cela, par exemple, transformer le bauxite en l'aluminium, avec les minerais, la mine, etc., fabriquer des aciers de qualité. Bon, il y a tellement de choses à faire, mais il faut que ça se fasse de manière concertée. On a plus besoin de ça que de réunions politiques où on dit c'est très bien. Bon, les derniers mots. L'UEMOA et sa monnaie unique, qui ne s'appellera plus le franc CFA, il faut tourner cette page, seront alors devenus, condition que je viens d'énumérer, ça fait un petit commandement d'ailleurs, hein, modèle attrayant pour accueillir d'autres membres et ou accélérer le passage à l'ECO. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Alors, je me suis retrouvé à l'amphi, suivant les paroles de feu professeur Boubacarli,
Et on était comme des jeunes enfants qui voyaient en premier lieu le maître de l'école dispenser son cours et qui buvait ses paroles avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Je dis ça parce que je me mets dans la peau de ces étudiants-là. Ce n'est pas Dr Senghor qui parle, ce sont ces étudiants. Et à la place de ces étudiants, je revois mon cours d'économie. À travers ce cours, je me dis, après des siècles depuis Adam Smith, en fait, l'économie s'est beaucoup réinventée, mais l'économie n'a pas réellement changé dans ses fondamentaux et ses principes. Parce que tout ce qu'il a développé ici, vous y retrouvez les principes qui étaient chers à Adam Smith davantage, comparatifs, si je me trompe, Monsieur le Premier ministre, parce que lorsqu'il parle de l'industrialisation avec un principe de concertation, de solidarité, mais surtout qui repose sur les forces des uns et des autres, cette industrialisation concertée-là, moi j'y retrouve plus ou moins en substance une partie de la pensée d'Adam Smith. Donc, je retiens, Monsieur le Premier ministre, des éléments importants dans la dimension technique qui constitue un des piliers de ce passage du franc CFA à l'éco. Et dans ces dimensions techniques, vous avez parlé des mécanismes de complémentarité, mais également des critères de convergence. Ces critères de convergence dont on nous a tellement parlé quand on était au lycée dans nos cours d'économie, comme étant les éléments fondamentaux sur lesquels repose la stabilité et l'équilibre d'un système économique et monétaire. Mais au-delà de ces aspects techniques-là, vous avez pointé du doigt des éléments plus ou moins, que je dirais, reposant sur le leadership, reposant sur le patriotisme économique, reposant sur la solidarité, qui sont pour moi des éléments sociologiques, humains, philosophiques, mais qui ne sont pas moins importants que les aspects techniques qu'on met en avant. Donc, avant de conclure, je voudrais donner la parole à M. Guy. Monsieur le ministre, pour cette brillante présentation, nous sommes très honorés aujourd'hui de vous accueillir au sein de Montpellier Business School. Vous nous avez permis un peu de revisiter nos cours d'économie, parce que on rappelle un peu de la politique économique quand on nous parle de la politique économique d'un pays. On disait tout le temps que la politique économique d'un pays comprend la politique monétaire et la politique budgétaire. La politique monétaire qui est conduite, comme vous l'avez si bien dit, par la Banque centrale, qui veille à la stabilité de la monnaie, et la politique budgétaire qui est conduite par l'État. Aujourd'hui, notre objectif, nous jeunes managers, c'est de renforcer la compétitivité de nos entreprises, parce que déjà, vu le contexte actuel, avec la concurrence qui devient de plus en plus rude dans les secteurs privés, dans presque tous les secteurs d'activité, vu l'intensification de la concurrence, les entreprises cherchent à être performantes. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le fait de voir quelqu'un qui a réussi et qui devient un exemple et qui doit vous inspirer. Et vous allez vous dire une chose, the sky is the limit. Aujourd'hui, si quelqu'un l'a fait, c'est parce que demain, vous pourrez le faire. Alors, M. Senghor a rappelé son parcours. Ce matin, quand j'ai vu le résumé, le CV, je me disais, mais aujourd'hui, comment il a fait pour avoir ce beau parcours? Il faut le dire. Les gens nous suivent de partout. La France, on reçoit des questions sur le Zoom. Il y a un live sur Facebook avec plusieurs participants. Et
Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de recevoir le Premier ministre, son Excellence, M. Abdoul Mbaye, qui est connu et reconnu en Afrique, en Europe, et qui a accepté aujourd'hui de venir partager son point de vue, son opinion, sa vision d'un thème qui fait l'actualité la plus brûlante en ce moment. Et vraiment, je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour cette belle présentation. Merci, Monsieur le Premier ministre. À tous ceux qui nous ont suivis par Zoom, tous ceux qui nous suivent également via Facebook. Merci beaucoup, chers étudiants. Merci mille fois, Monsieur le Premier ministre. Et au plaisir de vous revoir encore, parce que vous êtes dorénavant un membre de Montpellier Business School. D'accord. Alors, merci beaucoup. Bon après-midi. Merci.